Je voulais commencer assez classiquement par remercier les organisateurs pour leur invitation et pour l'organisation de cette session et vous dire le plaisir que j'ai sincère à communiquer sur des éléments qui sont effectivement issus de ma thèse et à parler éducation populaire dans des cercles de gens qui sont intéressés et qui sont à l'université parfois assez peu nombreux. Donc c'est bien un plaisir d'avoir cette occasion autour de ce colloque sur l'éducation nouvelle pour parler d'éducation populaire. Donc c'est une communication qui s'intitule, comme l'a rappelé Lionel, de l'éducation nouvelle au référentiel de l'animation, autour de la thématique qui était proposée, autour des héritages et réactualisation. Et je vais essayer dans un temps peut-être un petit peu long d'introduction de restituer la logique de mon propos dans la mesure où, pour moi, a priori, il n'allait pas entièrement de soi que ce travail s'inscrivait en ligne droite en tout cas dans une filiation nette par rapport à la notion d'éducation nouvelle. Alors pour répondre à la commande, je suis reparti de deux articles, le premier de Laurent Gutiérrez et l'autre de Laurent Besse, qui composent un ouvrage collectif qui est paru en 2012 autour de l'éducation nouvelle et dont on a fait mention précédemment. Dans le premier article de Laurent Gutiérrez, il tente de faire une espèce de panorama historiographique des recherches dans le champ de l'éducation nouvelle. Il différencie différents sous-champs, parmi lesquels il identifie, je cite, une catégorie de recherche s'intéressant au versant institutionnel de l'éducation nouvelle. Cette histoire des institutions peut elle aussi se subdiviser en deux champs d'études bien distincts, avec d'un côté les associations pédagogiques et de l'autre les écoles nouvelles. Donc moi je m'intéresse aux premières. Véritables emblèmes de ce mouvement d'éducation, ces institutions ont constamment cherché à représenter cette cohérence théorie-pratique à travers les idées qu'elles défendaient et les méthodes qu'elles incarnaient. Et effectivement, les études qui leur sont consacrées interpellent également sur les conditions qui leur ont permis de se rattacher ou non à l'éducation nouvelle, ce qui passe par un travail d'identification des responsables des associations d'éducation populaire qui ont expérimenté, transformé, adopté, mais aussi parfois rejeté les méthodes actives et l'éducation nouvelle dans leurs moyens de formation de leurs cadres et de leurs militants et de leurs moniteurs. Donc je me suis dit, je vais essayer de me rattacher à ce courant-là. Et pour établir une filiation scientifique un petit peu solide entre éducation nouvelle et éducation populaire, je me suis appuyé sur les travaux très solides de Laurent Besse, notamment un article, le chapitre donc populaire parce que nouvelle, l'éducation populaire face à l'éducation nouvelle dans l'après-guerre, où il rappelle que très schématiquement, dans l'immédiat après-guerre, il y a une forme de confusion presque entre éducation nouvelle et éducation populaire qui irait presque de pair. Les deux courants aspirent à changer la société par la pédagogie, critiquent l'école traditionnelle et prônent l'innovation pédagogique. Ils seraient donc complémentaires lorsqu'ils n'iraient pas carrément jusqu'à se confondre et s'incarnent dans des associations dont on a tracé dans ce colloque la genèse, les CMEA, les Franca ou autres qui se réclament effectivement de cette double filiation. Et donc il se pose la question effectivement de l'incidence de ce rattachement et de ces références dans la production, la transmission d'idées, de savoir, de méthodes et dans un certain rapport également à l'institution scolaire pour essayer de voir effectivement dans quelle mesure est-ce que ces projets y sont complémentaires. Et donc l'idée est bien ici, à travers du coup l'éducation populaire, de restituer les dynamiques sociales et institutionnelles d'une forme éducative pas tout à fait hors de l'école, puisque précisément incarnée dans des associations, pas tout à fait intégrée à elle, puisque précisément autonomisée dans un secteur administratif distinct de l'éducation nationale, pour voir effectivement dans quelle mesure est-ce que cette référence, elle a été à la fois investie, puis progressivement désinvestie. Donc c'est quelque chose qui a été, je pense, assez peu souligné jusqu'ici, mais en décalant le regard non plus sur l'après-guerre, mais sur une période qui est plus lointaine, celle des années 60 aux années 80, à travers l'irruption donc de ce référentiel de l'animation, je m'intéresse à la façon dont ce qui a incarné la modernité à un moment, c'est-à-dire l'éducation nouvelle, un principe de rénovation pédagogique, une forme de nouveauté, éducation nouvelle, a finalement été quelque peu supplanté par un autre référentiel plus moderne, en l'occurrence celui de l'animation, en essayant de savoir effectivement ce qui reste de cette philosophie et de ces pratiques au regard de cette éclipse référentielle. Donc l'intérêt qu'il y a à se tourner vers l'éducation populaire, et j'en termine là pour mon introduction. Je pense que j'avais besoin peut-être un peu de le surdéterminer, mais je pense que pour tout le monde, du coup, ça fait peut-être relativement sens dans ce lien à l'éducation nouvelle. Mais c'est bien l'idée qu'il y a des projets qui sont relativement convergents,
avec la définition classique de Geneviève Poujol, qui l'a défini comme un projet de démocratisation de l'enseignement porté par des associations dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens, et qui rappelle toujours qu'il y a quelque chose de consubstantiel dans ce rapport à l'école et dans cette volonté plus ou moins forte de rénovation des pratiques scolaires dominantes. Et donc je ne reviens pas non plus sur la contribution de Laurent Besse et Carole Christen qui, dans leur récent ouvrage sur l'histoire de l'éducation populaire, rappellent que ce lien à l'école, il est central, et où ils affirment « L'éducation populaire peut être lue comme une histoire en creux de l'école, accompagnement son développement avant de s'en détacher partiellement, tout en prétendant contribuer à sa rénovation ». Voilà, je pense qu'on pourrait dire des choses assez similaires de l'éducation nouvelle. Donc, j'en viens du coup à la première partie de mon propos sur l'avènement du référentiel de l'animation. L'idée, c'est donc plus généralement dans cette communication de se demander dans quelle mesure est-ce que, à travers l'animation, l'extension du périmètre de l'action éducative de l'État est-elle perçue comme une ressource ou comme une menace pour les acteurs engagés dans l'éducation populaire? Quel débat ce processus suscite-t-il au sein de ces mouvements, notamment toujours dans la relation à l'école? Et enfin, dans quelle mesure est-ce que cette prise en charge participe à redéfinir leur pratique pédagogique en elle-même? Bon, c'est une partie qui est plus faible dans cette communication, en tout cas qui est moins mise en évidence, mais on garde toujours en tête qu'on n'a pas simplement des idées, des concepts, des philosophies et des modes d'action, mais que ça se traduit au concret dans des façons de faire, des façons d'agir et des façons de penser la pédagogie. Bien, dans cette première partie de l'éducation populaire à l'animation socioculturelle, conflit de normes, là j'ai repris ce qui a été dit ce matin parce que j'ai trouvé que ce concept était assez heuristique, et double éviction symbolique, c'est-à-dire éducation populaire, on enlève éducation et populaire et on rajoute par animation et socioculturelle. Et l'idée schématiquement pour commencer est de rappeler que ce référentiel de l'animation, qui émerge à la fin des années, dans les années 50 et qui est promu à la fin des années 50, c'est un référentiel qui est promu par l'État, qui vient du haut, et qu'il y a cette espèce d'âge d'or de l'animation. Après cette période assez intense, l'âge d'or, présenté comme tel dans une forme de mythologie un petit peu rétrospective de l'éducation populaire qui serait l'après-guerre. Et dans les années 50-60, on a la notion d'animation qui fait florès, qui semble être une conséquence des mutations qui affectent les mondes de l'éducation populaire. Au point que certains pédagogues parlent d'une véritable fièvre animationniste qui s'empare du pays dès les années 60, ou d'une efflorescence animatrice. Il y a un rapport du Conseil de l'Europe et de sa commission pédagogique qui remarque l'uniformisation et l'universalisation du mot en France, et qui dit « Tout en France est devenu objet d'animation et tout le monde est animateur ». On parle d'animation de rue, de quartier, d'animation urbaine, d'animation de groupe, d'animation scolaire, de méthode d'animation, de politique d'animation, bref. Et à ce qualificatif, on rajoute immédiatement celui de socio-culturel, et ce substantif désigne un champ d'activité et d'institution qui dépasse le champ traditionnel de l'éducation populaire pour effectivement, on voit le tropisme un petit peu vers le secteur social. Et ce qualificatif, qui ne porte pas encore dans les années 60 la connotation très péjorative qui lui sera affublée dans les décennies suivantes, acte d'emblée le déplacement vers une action qui serait plus sociale qu'éducative, mais les termes restent relativement flous et interchangeables pour les acteurs contemporains. Et c'est ça qui est relativement difficile dans ces enjeux un petit peu de catégorisation. Ça a été rappelé plusieurs fois dans ce colloque, et notamment... c'est un petit peu drôle de trouver cette partie de Sylvain Wagnon sur le côté il y avait une nébuleuse, il y avait une galaxie, à un moment donné on n'arrive plus à définir tellement il y a une constellation, mais en même temps on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui était commun. Et bon, on va pas rajouter de la complexité à la complexité, mais faut quand même rappeler qu'il y a tout un ensemble d'expressions concurrentes à ce moment-là, et qui sont également d'autres manières d'entrevoir le travail éducatif. Je pense notamment à la notion d'éducation permanente, qui a été largement investie par les milieux d'éducation populaire, et qui, là aussi, ont été, j'allais dire, portés avec une intention modernisatrice tout à fait affirmée. Bon, je ne reviens pas sur, du coup, dans le détail, le concept d'éducation permanente, mais il a été porté par de nombreuses associations, notamment Peuple et Culture et Paul Langrand dans les commissions à l'UNESCO, et qui ont tenté de lire une théorisation de ce concept-là. Pour ce dernier, le terme recouvre l'ensemble des moyens mis à la disposition des hommes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur situation sociale et professionnelle, pour qu'ils cessent, s'ils le veulent, de se former et de s'informer
pour qu'ils ne cessent de se former, de s'informer en vue d'atteindre le plein développement de leurs facultés, en même temps que leur participation la plus efficace au progrès de la société. Bon, c'est un concept qui a été beaucoup tiré vers le champ de l'économique, formation tout au long de la vie ou, j'allais dire, capacitation. En tout cas, c'est des notions neuves au potentiel de mobilisation puissant qui participent effectivement quelque peu à reléguer l'éducation nouvelle et, en tout cas, le vocable ou les pédagogues qui y sont associés à une forme de, non pas de passé, mais en tout cas de quelque chose qui ne serait moins en phase avec l'intention modernisatrice dans ce début de 5e République. Et puis, analytiquement, effectivement, si l'on observe le passage, la promotion de ce référentiel au sens de Pierre Muller, animationniste, eh bien, on se rend compte que ce tournant, il peut également être lu comme quelque chose d'assez idéologique. C'est-à-dire que la relégation discursive du vocable d'éducation nouvelle ou d'éducation populaire peut être pensée, ça a été dit, comme un moyen de modernisation, mais aussi comme un moyen, comme une forme de mise à distance du modèle scolaire. C'est-à-dire que mise à distance des références directes à la transmission des savoirs et des valeurs. L'animation promeut un modèle qui est plus horizontal. Le souci, c'est faire communiquer, mettre en relation. On essaie d'invisibiliser un petit peu la figure de l'enseignant et l'asymétrie qui est au principe même de la relation éducative. Bon, l'éducation populaire de l'après-guerre était dans une relation très proche de ce qui pouvait se faire à l'école, par des acteurs ou des instituteurs ou des mis à disposition qui étaient eux-mêmes issus du monde scolaire. Là, on tente de s'en écarter. Et c'est surtout l'éviction du terme populaire qui, moi, me semble assez révélatrice. C'est-à-dire que l'animation fait disparaître le concept de classe sociale ou de stratification, véhiculant l'imaginaire d'une société apaisée des conflits sociaux. Et donc, plus de référence au peuple ou à la promotion collective ou à l'émancipation d'une couche sociale par le savoir. C'est-à-dire que, voilà, populaire, on sent que c'est un moment où c'est plus très porté, et en tout cas, du point de vue de la nomenclature d'État, c'est quelque chose qu'on peut plus directement investir. Donc l'animation, elle charrie effectivement toute cette philosophie d'action portée par l'équipement, portée par les diplômes, portée par cette logique de la neutralisation des enjeux trop ouvertement politiques, avec des mots d'ordre qui sont relativement différents: démocratisation de la culture, démocratie culturelle. On ne dit plus aller au peuple ou se faire peuple, mais ouvrir les institutions à tous. Et voilà, on pourrait gloser encore longtemps sur les motifs structurels de l'effacement des catégories populaires, mais en tout cas, la promotion de ce référentiel, elle nous en semble assez révélatrice. J'en viens du coup à mon deuxième point, qui est qu'effectivement, une fois qu'on a essayé de comprendre comment ce référentiel il s'imposait, il était promu ou potentiellement investi du point de vue de l'État, ce qu'il faudrait faire plus en détail, la question c'est quelles sont les logiques d'appropriation, d'investissement ou de mise à distance par les associations pédagogiques et les acteurs de l'éducation populaire eux-mêmes. Il faut rappeler que les années 60 sont pour eux, et là encore, ça fait partie d'une mythologie, encore une forme de convergence très forte de vues entre l'État et les associations. Les années 60, là encore je renvoie à Laurent Besse, aux travaux sur le septennat de Maurice Herzog et cette période un petit peu d'âge d'or de la cogestion, ou en tout cas de partenariat institutionnalisé fort entre les associations et l'État. Et ce modèle effectivement d'animation, il peut être relativement investi par ces acteurs-là qui voient un facteur de développement, qui voient un facteur effectivement également de reconnaissance de leur action éducative en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la reconnaissance ou l'agrément éducation nationale, mais ils trouvent quand même l'aval symbolique de l'État à travers du coup l'émargement à ces dispositifs-là. Voilà, la construction par exemple des équipements de quartier, des MJC ou autres, et la formation des diplômes dans les années 60. Et l'enjeu qui se pose pour ces structures, c'est à travers effectivement l'investissement de ce modèle animationniste, c'est qu'effectivement ils se rendent bien compte d'entrée de jeu que ça modifie en profondeur et assez radicalement leur pratique pédagogique, avec des questions qui se posent très tôt en matière de nouveau bureaucratisation. Enfin, ils perçoivent le piège un petit peu bureaucratique qu'il y a à l'émargement systématique à ces dispositifs, les statuts rigides et l'absence de relation à l'environnement social, au sens où il y a un modèle qui est plus neutraliste. Et je fais une espèce de petit saut temporel pour arriver directement dans les années 80, au moment où ces associations produisent massivement une forme de réflexion un petit peu rétrospective sur cette décennie qui les a vus investir très largement le champ de l'animation. Donc il y a dans les archives des CMEA et de Peuple et Culture les traces d'une vaste consultation lancée par le CNAGEP et par l'ensemble des structures un petit peu corporatives qui réunissent le réseau essentiellement laïque, mais également confessionnel par la bande, pour réfléchir à la façon dont ils ont investi ou pas cette notion d'animation, et où on voit émerger une forme de conscience un petit peu malheureuse dans l'idée qu'il y a des formes d'investissement qui peuvent être différenciées et qui n'ont pas toujours été
nécessairement bénéfique et qui appelle parfois, et on va le voir, à un réinvestissement des principes originels définis par l'éducation nouvelle. Alors là, il y a un côté un petit peu catalogue, mais bon, chaque fois, il y a une spécificité associative qui fait qu'à chaque fois, il faudrait rentrer dans l'histoire des associations, mais c'est, j'allais dire, plutôt des tendances. À la Ligue de l'enseignement, par exemple, bon, qui sont ceux qui fournissent la première contribution, parce que numériquement, c'est quand même l'association la plus importante à ce moment-là, pour eux, c'est très clair, ils investissent pleinement le concept d'éducation permanente, au point qu'ils vont même changer le nom de leur association dans les années 60. Pour eux, l'animation, c'est clair, c'est en dehors du temps scolaire, c'est ouvert à tous les âges, et pour eux, l'animation, ça correspond à... ils l'analysent rétrospectivement comme un recul de l'éducation populaire, à un moment où les institutions n'étaient pas exemplaires par leur démocratie et le développement économique ne leur posait pas de problème. Et donc, ça a été un moyen de modernisation, ça a été un moyen d'investissement, ça a été un moyen de mise en convergence des vues vis-à-vis de l'État. Et il y a quelque chose qui est, non pas accusateur, mais en tout cas, j'allais dire un petit peu lucide sur le constat qui est fait, qui est, en adoptant la terminologie, en rentrant dans les dispositifs, et bien effectivement, on a délaissé une partie des principes pédagogiques qui étaient fondateurs du point de vue de l'association. Au CMEA, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de ce malaise également au début des années 80. On s'interroge sur l'appartenance de l'association même à l'éducation populaire. Et le délégué Jean-Marie Michel note que c'est beaucoup une affaire de génération. C'est-à-dire que pour lui, les nouveaux arrivants ont une idée très floue de ce que c'est que l'éducation populaire. Le concept, dit-il, a perdu de sa précision, notamment à cause de la diversification des publics. Et la suite de l'argumentaire rappelle que sous l'effet des politiques d'animation, l'association a refondu une partie de son activité vers des problèmes de formation essentiellement, d'intervention directe. Et il précise que nous cherchons des modes d'action qui permettent à ces diverses populations d'avoir des moyens de défense et de lutte sur les problèmes qui les touchent directement. Quant à l'animation, nous avons donc repris ce terme à notre compte, mais il ne semble plus très bien convenir car il ne contient aucune philosophie et désigne surtout une organisation des loisirs dans une perspective pas forcément éducative. Il s'y pointe également une critique de la professionnalisation. Il tient à limiter l'importance des animateurs professionnels quand il dit qu'il faut les former mieux, mais leur statut doit rester une minorité. On voit que ce modèle de l'animation professionnelle, il charrie également quelque chose de l'ordre de la critique, une forme de dénaturation des pratiques pédagogiques. Bon, il y a des critiques qui sont encore plus fortes du côté notamment de Peuple et Culture, où il y a un mouvement qui a, j'allais dire, un rapport qui est plus intellectuel également à l'animation et qui du coup peut se montrer également résolument plus critique. Et il faut une critique nette de l'animation dite socioculturelle, notamment sur le plan intellectuel, avec une dénonciation de l'offre à un public qui vient pour consommer du loisir et consommer du service. Et eux, effectivement, ils vont jusqu'à fournir des notes et des ouvrages visant à récuser le concept d'animation et j'allais dire, mettre la lumière sur les dérives gestionnaires, managériales, bureaucratiques qu'il y a à rentrer dans ces dispositifs-là. Tout en étant conscient qu'effectivement, c'est également le mode de financement principal et que c'est le mode de faire tourner je cite, puisqu'il faut bien faire tourner la boutique, mais le plus souvent, nous créons des actions de formation en relation avec les problèmes précis des groupes sociaux dans un endroit déterminé. Mais à travers l'animation, on a senti l'émergence d'une nouvelle caste de gens faits pour animer les autres, et l'on peut craindre maintenant que cette caste ne s'agrandisse. Même critique du coup sur la professionnalisation. Et le temps tourne, donc je n'étaye pas davantage d'autres contributions, notamment celle de Lucien Trichot pour l'UNIREG ou à l'UFCV, où on a également très fortement cette réflexion sur la façon dont les tâches gestionnaires, administratives et bureaucratiques liées au cortège de l'animation ont pour partie effectivement détourné dans le travail le plus prosaïque et le plus quotidien les animateurs du travail pédagogique en lui-même. Et eux font amende honorable en disant effectivement nous avons beaucoup parlé d'animation. Pour nous cela représentait un élargissement, c'était l'éducatif plus le social. Nous refusions par là le repliement seul sur l'éducatif, mais cela avait pour nous des sens très différents, et pour beaucoup c'était un refus. On était animateur parce que on ne voulait plus être éducateur. Bien, le temps arrive à sa fin, donc j'en viens à ma conclusion. En conclusion, on voit que sur cette période du coup qui est, j'allais dire, peut-être un petit peu en décalage, mais je crois que les contributions suivantes viendront effectivement sur la partie années 80-2000, puis sur la période contemporaine. Ça donne un petit peu aussi à voir le devenir, ou en tout cas cette éclipse référentielle, puisqu'on parle d'autre chose, mais en même temps,
Bon, ben, l'éducation nouvelle, elle est toujours là, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même une forme d'actualité, ou en tout cas de passeur. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail-là, c'est la façon dont les acteurs eux-mêmes, ils ont un rôle suffisamment cardinal dans le processus et un rôle de réflexion suffisamment avancé pour s'autosaisir de leurs pratiques et pour réfléchir à l'éviction de la pédagogie de leurs pratiques, alors même que ce sont des mouvements dits pédagogiques. Et du coup, quand on parle effectivement d'héritage, de réinvention et d'actualité, eh bien, il y a quelque chose qui est également assez stimulant à voir que, alors même que d'autres référentiels plus modernes, d'autres voies de développement et d'autres pratiques pédagogiques ont été pensées et investies, eh bien, les principes fondateurs de l'éducation nouvelle tels qu'ils s'incarnent dans les contributions qu'on a vues ou dans aujourd'hui des modèles comme on a vu hier, les écoles alternatives, voilà, il y a une forme de modernité paradoxale dans ces concepts qui sont presque déjà centenaires. Et voilà, j'ai dépassé, mais je pense que du coup, dans l'éducation populaire, il y a quelque chose qui renvoie à cet imaginaire sans cesse renouvelé, sans cesse réinvesti, et qui du coup, dont l'étude historique, voilà, renseigne sur, j'allais dire, l'épaisseur en matière pédagogique.